à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Bonjour Emilio. Bonjour Eléa, bonjour tout le monde. Voici les titres. D'importants changements pour la mobilité liégeoise dans les prochains jours. Le tram va enfin rouler. Conséquence, le réseau TEC va complètement changer. On fait le point sur ce qui bouge. Le service public victime de cyberattaques. Notre journaliste Axel Offelin qui est actuellement sur place. Nous partirons ensuite à la rencontre de Clara Lasso, étudiante sportive de haut niveau. Elle partagera avec nous sa passion pour le badminton. Ensuite, focus sur Familiaz, une initiative qui aide à mieux vivre la maladie au quotidien. Moment décisif pour la RTBF, cette subside annuel risque d'être réduit. Nous suivons cette réunion pour le Studio Bus avec Oriane Moss. Et enfin, nous sommes allés visiter une exposition exceptionnelle qui retrace 50 ans de presse liégeoise, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la presse locale. Plus que quelques jours avant la mise en service du tram de Liège, une arrivée qui va complètement chambouler la mobilité dans le centre-ville. Dès le 28 avril prochain, tout le réseau TEC sera réorganisé. Quels impacts pour les étudiants? Reportage signé Valentin Yourouk et Louis Noël. Le 48 faisait pourtant partie du quotidien des étudiants. Tel un rite de passage entre Guindaille du Carré et les amphis du Sartillement. Pas toujours glorieux mais absolument incontournable. Comme tous les bus, le 48 changera de ligne et de numéro le 28 avril prochain, quelque chose qui laisse perplexe les étudiants liégeois. Je sais même pas quel numéro il va porter, le 48. Je sais même pas si mon 80 il va changer de numéro, donc je suis pas informé du tout. C'est assez problématique parce que c'est une habitude que tu prends depuis pas mal de mois. Et le fait de changer, le fait que ce soit pas clair en plus, c'est assez stressant, surtout que les examens approchent en plus. Ce changement de ligne apparaît même comme une source de stress supplémentaire à l'aube des examens. Surtout que moi je descends du cadran, donc avant c'était déjà Opéra, c'était plus court. Maintenant que c'est place du 20 août, c'est encore plus long. Et si maintenant c'est au Guillemin, je vais devoir prendre un autre bus pour aller là-bas. Enfin, c'est un trajet super long quoi maintenant. Je l'ai appris il y a pas longtemps justement parce que je suis juste ici, juste à côté de la Grande Poste. Et le seul inconvénient, c'est que mes trajets vont être beaucoup plus longs. J'ai pas très bien compris si je devrais prendre le tram pour aller jusqu'à un prochain arrêt ou juste marcher plus loin. Mais ça risque de me prendre plus de temps le matin en tout cas. Pour ces étudiants, aller de la place du 20 août vers le Sartillement leur prendra beaucoup plus de temps. Au lieu d'une, ils devront prendre 2 lignes différentes pour faire le même trajet. En ce qui concerne le 48, il devient le Busway 2. Cette nouvelle ligne ne passera plus par l'Opéra et ira directement des Guillemins vers le Sartillement. La 48 devient la B2 à partir des Guillemins, donc ça devient un busway. Il est prioritaire sur les autres moyens de transport et donc il est beaucoup plus efficace en matière de respect des horaires. Dès le 28 avril, les lignes de bus s'organiseront autour du tram. Par exemple, le meilleur moyen de se rendre de la gare des Guillemins vers la place du 20 août sera la ligne de tram T1. Sachant que le 1 ne passera plus par le 20 août, il y a encore d'autres bus qui passeront dans le coin. Si les gens, puisque c'est des jeunes, ils vont pouvoir marcher un petit peu, parce que pour un tram, on accepte de marcher plus, parce qu'il va plus vite que les autres moyens de transport. Pourquoi? Parce qu'il est prioritaire partout où il passe. À Liège, les bus prennent un nouveau virage. Entre habitudes bousculées et nouveaux repères, c'est tout un rythme étudiant qui s'apprête à changer. C'est une intrusion de grande ampleur qui a touché le service public de Wallonie hier. Elle a visé le système informatique. Les applications et le site internet sont indisponibles pour le moment. Axel Offelin, vous êtes devant l'un des bâtiments du service public à Liège. Sait-on quelle est l'origine de cette cyberattaque? Alors, l'origine des attaquants est toujours inconnue. On a remarqué que l'attaque était professionnelle, mais sans connaître la taille exacte, il est difficile d'identifier les hackers. De même, il n'y a pas eu de demande de rançon pour le piratage, ni de réclamation de cette attaque. On est donc encore dans le flou. Adrien Dolimon et le CCB, le Centre cybernétique de Belgique, ont décidé de couper tout accès Internet au service de la SPW afin d'éviter les fuites de données. Ça va entraîner plusieurs désagréments puisque le SPW touche à énormément de facteurs, que ce soit l'emploi, que ce soit le financement, l'urbanisme, les trajets. Toute communication Internet est coupée, ce qui signifie que beaucoup de communication entre les différents services SPW sont désormais se faire de manière manuelle. Il y a d'autres services. Par exemple, le système des écluses, qui doit être accédé normalement de manière automatique, doit être fait désormais manuellement. Quelqu'un qui doit se déplacer, ouvrir les vannes afin de laisser les écluses fonctionner. De la même façon, on a plusieurs services où on va devoir appeler désormais le numéro de téléphone et avoir les services rendus main par les employés du SPW, tant que cette faille ne va pas être retrouvée. Merci Axel pour toutes ces précisions. À la rencontre de Clara Lasso. Partons maintenant à la rencontre de Clara Lasso. Elle est étudiante en 3e année de droit à l'Université de Liège. Championne belge de badminton, elle bénéficie du statut d'étudiante sportive. Un aménagement qui lui permet de concilier ses études et sa carrière sportive de haut niveau.
Entre les entraînements et les cours, ces journées filent à toute vitesse. Un reportage signé Sacha Backes et Amélie Eupert. À 23 ans, Clara Lasso affiche déjà un sacré palmarès. Championne de Belgique en simple, depuis maintenant 3 ans, elle est récemment entrée dans le top 120 mondial. Cette joueuse de badminton s'entraîne environ 20 heures par semaine. Un emploi du temps chargé qui remplit bien ses journées. Une journée classique, je me lève généralement vers 6h pour débuter l'entraînement à 7h45 jusqu'à 10h30. Puis vers 11h, j'ai cours, généralement jusqu'à 16h, avec évidemment des trous. Et puis à 17h, j'ai à nouveau entraînement jusqu'à 19h et je reviens vers 20h chez moi pour manger et puis travailler si je dois rattraper des cours manqués et puis dormir. Malgré son quotidien hors du commun, Clara reste admirative de ses camarades pourtant moins occupés. Moi je trouve que ce qu'eux font c'est aussi énorme parce que faire que les cours toute la journée et être assis, j'arriverai pas non plus. Aussi impliquée sur le terrain que sur les bancs de l'université, Clara se donne toujours à fond. Pour nous, le staff, on ne voit pas qu'elle est universitaire, évidemment on le sait, les horaires sont un petit peu adaptés, mais je veux dire quand elle est sur le terrain, elle est sur le terrain et elle est à fond dans son sujet. Elle jongle, moi j'ai envie de dire, de l'extérieur assez facilement, elle a sûrement des challenges au jour le jour qu'on ne voit pas. Ce qui aide Clara à jongler entre sport et études, c'est le statut particulier dont elle bénéficie. Le statut d'étudiant sportif, c'est un statut qui va permettre d'aider les étudiants en fait, à gérer leur double projet d'études de haut niveau et de pratiques sportives de haut niveau. Le statut donne la possibilité aux étudiants de s'entraîner dans les infrastructures du Blanc-Gravier et de bénéficier d'un suivi médical optimal en cas de blessure. À côté de ça, ils peuvent étaler leurs années d'études, déplacer un examen et rater certains cours. Je rate tous les jours des cours à cause des entraînements, parce que mes entraînements sont placés et ils ne sont pas faits qu'en fonction de moi. Ici, je comptais faire mon bachelier et puis de faire une pause niveau scolaire et d'avoir au moins eu mon bachelier pour me consacrer qu'au sportif tant que mon corps le permet. Et puis, une fois que mon corps ne le permettra plus, envisager de faire un master. On peut donc lui souhaiter de se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Les seniors aussi se mettent au sport avec des séances de yoga spécialement conçues pour eux. Que ce soit pour lutter contre l'arthrose ou bien juste garder du lien social. Un sport qui améliore l'équilibre, mais aussi la motricité. Une activité physique qui renforce le lien social, un reportage de Oriane Moss et Yoline Olivier. On ne maintient que ce qu'on travaille. Une phrase qui résonne chez les seniors. Il est important d'entretenir une activité physique, surtout quand vient l'heure de la pension. Ici, les seniors pratiquent le yoga, une activité douce qui permet d'étirer leur corps et de rester en forme. J'ai envie de plus. Je me sens bien, je me sens mieux malgré mon âge. J'ai envie de vieillir pas trop mal, c'est-à-dire d'essayer de vieillir bien. Béatrice est professeure de yoga à Liège. Elle s'adresse tant aux seniors qu'aux plus jeunes. Un enseignement varié et dynamique qui en séduit plus d'un. Moi, je axe mon travail sur la respiration, très important pour les seniors, et sur l'équilibre et sur le renforcement musculaire. Avoir des jambes fortes, un corps solide, qui permettent par exemple de marcher plus, de se promener plus et d'être bien au quotidien. Un cours de sport qui s'étend au-delà des frontières de la salle. Il permet de créer du lien humain et de renforcer des amitiés. Un besoin essentiel en termes de qualité de vie, particulièrement chez les aînés. Et puis bon, on rencontre des chouettes personnes. Donc si on vient depuis un bout de temps, on revoit tout le temps ces mêmes personnes. Et c'est un lien social, c'est important de continuer à voir des gens alors qu'on n'est plus au boulot, quoi. Et ça fait beaucoup de bien. Y a-t-il un intérêt à pratiquer une activité après la pension? Emmanuel Warzé, chef du service gériatrie de l'hôpital de la Citadelle, répond. Il est important de se diriger vers des activités qui plaisent pour maintenir la motivation et éviter de devenir dépendant. Alors on ne maintient que ce qu'on travaille. Donc c'est extrêmement important évidemment de garder une activité qui soit à la fois sociale mais également une activité physique. D'une part pour le bien-être mental, pour maintenir un corps en bonne santé avec une masse musculaire suffisante, mais également pour tout ce qui est bien-être et stimulation aussi au niveau cérébral, pour maintenir des connexions cérébrales qui soient satisfaisantes en vieillissant. Bouger et socialiser seraient donc les clés du bien-être quotidien. Lutter contre la maladie d'Alzheimer, c'est l'objectif de la start-up liégeoise Familiaz. Elle a créé un jeu de cartes pour simplifier la communication avec les malades.
À l'origine du projet, 4 jeunes étudiants de l'ELMO avec un proche atteint de la pathologie. Un reportage de Simon Loire et Tom Gurd. Ouais, c'est velours ou un truc comme ça, non? Oui, comme la moquette de ma mamie. En 2024, environ 150 000 personnes étaient atteintes par la maladie d'Alzheimer en Belgique. Une pathologie qui n'affecte pas uniquement les malades. La grand-mère de Nicolas en a souffert. Cela a rendu leur relation plus difficile. Elle a fait vraiment tout son parcours en maison de repos, il n'y a pas eu de camp en tout, ça n'a pas été trop hard, entre guillemets. On a vu qu'après quelques mois, voire un an, je dirais, vraiment la parole, etc., c'était vraiment compliqué, il n'y avait plus trop de sens. Du coup, les visites, c'était de plus en plus rare, de plus en plus compliqué, de trouver des sujets, etc. C'était vraiment le basique de basique, comment ça va, et regarder la télé avec elle, quoi. Derrière Familiaz, on retrouve 4 étudiants dont Maxime. Ils ont voulu créer un jeu qui améliore les relations entre les malades et leurs proches. Pour ce faire, le concept reste simple. C'est un jeu qui comporte 4 jeux de cartes différents, basés sur le sens de la vue, du goût, du toucher et aussi la mémoire, pour travailler ici la mémoire plus à long terme, parce que la mémoire à court terme est fort réduite par la maladie. Et le but est d'être une porte d'entrée vers la communication, pour que les personnes qui vont voir leurs proches en maison de repos puissent discuter avec beaucoup plus de facilité et beaucoup moins d'a priori. Pendant la création du jeu, Chloé s'est basée sur son expérience personnelle. Elle et ses collègues ont également eu l'aide de spécialistes. Le but, concevoir le produit le plus adapté possible aux personnes touchées par Alzheimer. On s'est rendu compte en parlant de notre proche malade que la communication était très compliquée. Personnellement, quand j'allais le voir, je ne savais pas quoi parler parce que parler de ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est pas possible. Il faut vraiment parler sur des choses à long terme, la mémoire à long terme. Et donc on l'a créé en fait aussi avec une ergothérapeute, un médecin qui s'y connaît. Et donc ça nous a aidé à vraiment faire un jeu adapté aux malades. Toutefois, le projet n'est pas totalement fini. Certaines modifications doivent encore être apportées. On va changer le format de la boîte pour mieux répondre aux normes de l'industrie et que les cartes soient beaucoup plus faciles à piocher parce que c'est pas toujours facile pour les personnes âgées, mais aussi vérifier au niveau des couleurs pour pas avoir des couleurs avec vraiment par exemple du vert sur du vert qui serait très compliqué pour les personnes atteintes de la maladie d'arriver à différencier. Pour aussi le livret, on va avoir des termes beaucoup plus scientifiques et beaucoup plus corrects pour ne pas faire d'erreur. Le jeu devrait bientôt être disponible en maison de repos. De quoi apporter une aide concrète aux malades et leurs familles. Et maintenant, nous allons parler de sport avec Tom qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Tom. Bonjour Emilio, bonjour Eléa. Bonjour Tom, alors, où en sont nos Belges en Ligue des Champions? Alors, nous avons Yuri Tillmans et Aston Villa qui se sont fait éliminer par le Paris Saint-Germain. Julien Duranville a fait une bonne entrée avec Dortmund, mais malheureusement n'a pas su se qualifier face à l'ogre barcelonais. Et Vincent Kompany et son Bayern de Munich n'ont pas réussi à battre l'Inter Milan pour se qualifier. Ça veut dire qu'il n'y a plus de Belges en lice dans le dernier carré? Il en reste uniquement un désormais, c'est Leandro Trossard qui s'est qualifié avec Arsenal face au Real Madrid de Thibaut Courtois. Il est donc le dernier Belge sur 35 au début de la compétition. Il y en avait également 12 avec Bruges qui se sont fait donc éliminer dès les huitièmes de finale. Et en parlant de Belges dans le sport, est-ce qu'on a des nouvelles du tennis? Oui, David Goffin s'est fait éliminer ce matin de l'ATP de Munich en 2-7 et nous pouvons voir Zizou Bergs jouer à 15h30 aujourd'hui. Il me semble aussi qu'on a du nouveau côté cyclisme. Alors oui, côté cyclisme, il y a le grand rendez-vous du jour qui est la Flèche Brabançonne. C'est une course qui marque la transition entre les classiques flandriennes et les classiques ardennaises. C'est aussi le retour à la compétition de Remco Evenepoel depuis son accident. On se réjouit donc de voir ce qu'il va donner niveau performance. Est-ce qu'il va être à la hauteur après sa rééducation ? À voir, il ne faut évidemment pas l'éliminer des pronostics, mais il faudra aussi être attentif à Wout van Aert qui a fait un très bon début de saison, mais n'a pas réussi à le concrétiser. Il va certainement tout donner pour une victoire. Merci Tom. On reste à vélo cette fois-ci, en direction du Ravel. En effet, que ce soit pour les cyclistes ou les promeneurs, le Ravel est un incontournable. Il connaît autant de succès en ville qu'à la campagne. Le Ravel encourage la mobilité douce et l'activité sportive. Régis Théodore et Axel Offelink ont pris leurs 2 roues pour nous montrer tous ses avantages. Vous l'empruntez tous les jours depuis plusieurs décennies. Le Ravel fête ses 30 ans. Son nom, Ravel, est un acronyme pour Réseau autonome des voies lentes. Il s'étend sur une longueur de 1515 km. Dans le centre de Liège, le Ravel s'étend le long des quais. Et vous utilisez
utilisez beaucoup le Ravel? Tous les jours. Pour le travail? Pour le travail et pour tous mes déplacements en ville, en fait. Ça va faire 5-6 ans qu'on court sur le Ravel. Oui, ça fait longtemps. Oui. Ce sont des parcours qui sont en général assez agréables, assez occupés aussi, on peut le dire. Lorsqu'il y a de fortes fréquentations, on doit souvent slalomer entre piétons, cyclistes, etc. De fortes fréquentations supportées par les chiffres. Plus de 700 passages par jour en semaine et plus de 1000 passages le week-end. Le Ravel fait aussi sensation dans certaines communes. Le tourisme en particulier en profite. Direction la commune de Wem, où le Ravel est une attraction populaire. Ils sont nombreux à venir pour parcourir la région à vélo, de long en large. On a fait toute la longueur de Aix-la-Chapelle au Luxembourg en une journée. Le côté nature et sportif du Ravel attire. Stani Noël, échevin du tourisme de Wem, en connaît un rayon. Ça apporte une plus-value, le Ravel, parce qu'on a la chance aussi qu'il traverse littéralement notre commune et nos villages. Donc on a des établissements Horeca qui jalonnent pratiquement le parcours. Et quand on remonte dans l'autre direction, on a le village de Feymonville et puis on arrive à Zurbrood. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a 15% de personnes qui sont sur des séjours, sur des trajets de plus d'une journée. Et donc en fait, avec alors aussi non seulement des retombées, un verre qu'on boit ou un repas qu'on mange, mais aussi une nuitée. Une attraction appréciée. Mais les gens la connaissent-ils ou la région doit-elle faire connaître le Ravel? Les choses ont beaucoup évolué. On avait besoin d'énormément de supports de communication, d'information et encore des supports papier essentiellement. C'est encore un peu le cas, mais on se rend compte en fait que pour 9/10, le séjour il est déjà tout préparé. Ça roule sans guide. Le Ravel fait maintenant partie intégrante du cadre touristique. Le soleil et le beau temps encouragent également les cyclistes. 30 ans après sa naissance, le Ravel continue à encourager la mobilité douce, en ville comme en vacances. Vous y étiez peut-être ce jeudi 3 avril, place Cathédrale. C'était le grand retour du rendez-vous bio liégeois. C'est tous les jeudis et ça dure depuis 10 ans. Ce petit marché court-circuit et ses producteurs locaux montrent l'importance de consommer local. Reportage. Le festival Nourrir Liège fait son grand retour pour une 9e édition, toujours fidèle à son partenariat avec Court-Circuit. Depuis 10 ans, cet événement rythme les jeudis liégeois et favorise une consommation plus locale, plus responsable et plus conviviale. Caroline, fromagère de la Faétoise, nous explique l'importance de ce marché pour son commerce. On élève des vaches Jersey, donc c'est une petite race de vaches laitières. On a un élevage blanc-bleu croisé charolais et un petit troupeau de caprins. Le plus important, c'est le contact direct avec le client, mais ce qui est aussi un point positif, c'est l'élimination des différentes chaînes. C'est vraiment directement du producteur au consommateur. Il va trouver des produits qu'il ne trouve pas forcément en grande surface, pas forcément plus cher et bien souvent d'une qualité supérieure. Un enthousiasme partagé par les nombreux acheteurs au rendez-vous chaque semaine. Lorsqu'on vient au marché ou on fréquente une épicerie locale, on va acheter à la ferme, il y a un contact humain. Donc on a vraiment une idée d'où la nourriture vient. Des produits qui respectent l'environnement sont des produits qui respectent aussi notre santé de manière directe, puisqu'il n'y a pas de pesticides qui rentrent dans notre corps, mais de manière indirecte aussi, puisqu'il n'y a pas la pollution de notre environnement. Certains producteurs font preuve d'une grande innovation dans la fabrication de leurs produits, comme le montre Sylvie, vendeuse de savon et d'huile 100% liégeoise cultivée à Sèvres. Avec cette huile de tournesol, je l'utilise pour créer des savons liquides saponifiés à froid. Donc on est sur l'inverse d'un gel douche. On a des produits qui sont totalement naturels, 100% naturels, parce que uniquement des huiles végétales. Donc un gel douche, normalement, c'est uniquement des produits détergents, des produits chimiques et synthétiques. Nous utilisons des flacons qui sont 100% recyclés et recyclables. Et l'avantage du marché circuit court, c'est que l'on rencontre directement les producteurs. On rencontre déjà les gens qui produisent, qui traient les vaches, qui produisent le fromage, qui pétrissent la farine pour faire du pain. Donc c'est vraiment toute notre approche. Là-dedans, il y a tellement de vitamines que vous allez devenir immortel. Pour fêter son anniversaire, Court-Circuit propose des animations et de la musique avec des activités pour tous, petits et grands. À noter que ce marché se clôturera le jeudi 23 octobre.
On va s'intéresser maintenant à un groupe de musique peu connu du grand public et qui débarque bientôt en Belgique. Et c'est Louis qui vient nous présenter ce groupe sur le plateau. Bonjour Louis. Bonjour Louis. Louis, ce groupe te plaît particulièrement? Alors oui, je vais vous parler d'un groupe qui me plaît vraiment et qui me tient vraiment à cœur. Donc ce groupe de musique, c'est Inhaler. Donc c'est un groupe irlandais spécialisé dans le rock indépendant et dans le rock alternatif qui a été formé en 2012. Donc ce groupe est composé de 4 personnes et il faut savoir que le chanteur principal, Elijah Hewson, ce qui est quand même très dur à prononcer, est le fils du chanteur Bono. Donc c'est le membre principal du groupe historique U2 que je pense que vous connaissez tous. Et franchement, dans certaines chansons, c'est fou comme sa voix ressemble à celle de son père. Voici un extrait d'une de mes chansons préférées, If You Are Gonna Break My Heart. J'adore cette chanson. Merci pour cette découverte. Comment as-tu découvert ce groupe? En fait, j'ai connu ce groupe il y a 2-3 ans grâce à un ami qui était déjà fan en fait. Et on est allé ensemble à Rockwerter, un festival pas très loin d'ici. Et Inhaler jouait un concert là-bas. Donc bien sûr, on a été le voir et j'ai vraiment adoré ce concert. Donc depuis, j'écoute ce groupe assez régulièrement. J'imagine qu'il y a de l'actualité alors pour ce groupe? Alors oui, ils ont sorti cette année leur 3e album studio qui s'appelle Open Wide. Et franchement, c'est un très bon album. Je vous conseille notamment la chanson Eddie in the Darkness qui est vraiment top, ou encore Billy. Mais franchement, toutes les chansons sont bien. Ils sont en ce moment en tournée dans toute l'Europe pour leur album, mais ils jouent notamment à Cologne le 7 mai et à Anvers le 9 mai, donc vraiment pas très loin d'ici. Franchement, je vous conseille vraiment ce groupe et en concert, c'est encore mieux. Eh bien, merci Louis. Aujourd'hui, un conseil d'administration crucial se tiendra à la RTBF, un conseil pour discuter des économies à réaliser. La ministre des Médias, Jacqueline Galland, veut réduire les coûts tout en gardant une bonne qualité d'information. Oriane Moos suit cette réunion pour nous au Studio Bus. Quels sont les impacts pour la RTBF? Alors oui, en effet, le conseil d'administration de la RTBF a actuellement lieu derrière moi. L'enjeu principal est pour Jean-Paul Philippot, l'administrateur général, qui doit présenter de nouvelles pistes pour adhérer au nouveau cadre budgétaire imposé par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la ministre en charge des médias, Jacqueline Galland. Celle-ci assure qu'aucun licenciement ne sera à prévoir du côté des journalistes. Pourtant, on entend certains bruits de couloir qui prévoient, par exemple, de rajouter des pages pub sur le Matin Première ou de grands changements sur Vivacité. On entend également parler de suppression au niveau des matinales régionales en radio. D'ailleurs, les programmes doivent être validés par le CA de la RTBF dans les prochains jours. Certaines émissions parlent d'être supprimées, ainsi que des droits sportifs revus à la baisse. Jacqueline Galland parle de mettre en avant les plateformes de streaming comme Ovio pour pallier à ce problème budgétaire. Partons du côté de la presse liégeoise. Une exposition retrace 50 ans de journalisme à la Maison de la Presse. L'occasion de mesurer le chemin parcouru et les mutations à venir. Face au numérique et aux réseaux sociaux, comment les journaux et télévisions locales perçoivent-ils leur futur? Élément de réponse avec Nassim Azadi et Doris Lovgun. Il y a 50 ans, la presse écrite dominait le marché. 8 titres de presse différents étaient vendus tous les jours, ici, en librairie à Liège. Aujourd'hui, il ne reste plus que la Meuse et l'ADH. L'évolution pour la presse écrite est terrible. L'avènement d'Internet a fait perdre énormément d'acheteurs à la Meuse. Les habitudes des lecteurs ont changé par rapport à la manière de s'informer. Les jours de la presse écrite sont comptés. Il y a un moment donné, et c'est sans doute dans pas longtemps, où ça nous coûtera plus cher de le sortir, de l'imprimer, que de ne pas l'imprimer. Il n'y aura quasi plus de presse écrite dans 5 à 10 ans et que tout le monde sera désormais sur Internet. Alors, si les gens acceptent de payer pour s'informer, on sera toujours là. S'ils ne le font pas, eh bien, ce sera terminé. Il est loin le temps d'une salle remplie de journalistes à la Maison de la Presse et de la Communication de Liège. Tout comme l'avenir du paysage médiatique belge, son futur est des plus incertains. En effet, les journalistes sont de moins en moins nombreux à franchir cette institution vieille de 50 ans. L'avenir de la Maison de la Presse et de la Communication de Liège va dépendre évidemment de l'avenir de la presse en elle-même au niveau des régions. Et on sait que depuis quelques années, les choses ne s'améliorent pas. Le travail aussi des journalistes a changé fortement, et notamment avec Internet, puisque maintenant c'est plus de 17 heures qu'on boucle, mais le plus tôt possible pour pouvoir mettre l'article au niveau des abonnés sur le site web du journal simplement. Et donc la fréquentation de la Maison de la Presse
a diminué. Il se disait que la télé, dans 20 ou 30 ans, serait morte. Il n'en est rien. La télévision est toujours autant consommée, mais d'une autre manière. La chaîne 4 le démontre, elle est toujours bien présente et pour survivre, elle a dû se réinventer et adapter tous ses contenus. On est dans une ère où on consomme tout très rapidement, on n'a pas le temps, hein. On est tellement occupé par notre travail, notre vie de famille, on est toujours aussi collé sur notre smartphone, donc on a besoin de consommer de l'information, mais elle doit être différente. Donc c'est clair que même ici en télé locale A4, on a dû réduire les reportages et pour les réseaux sociaux, les reportages ils sont réduits, on fait 1 minute 30 maximum. Les technologies évoluent sans cesse, la presse est loin d'avoir dit son dernier mot. Elle ne disparaîtra pas, au contraire, elle sera toujours là, mais sous une forme différente. Et c'est la fin de ce journal. Un grand merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 18h30 pour le journal des Master 2. Au revoir Eléa. Au revoir Emilio. Nous tenons également à remercier toute l'équipe technique qui nous a permis de produire ce journal.